Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle rencontre, un endroit où aller un petit peu spécial parce que ce soir, ce sont les 3 ans des rencontres. Frédéric de Guelt a créé ces rencontres le 17 avril 2020 et 326 rencontres plus tard, nous sommes là et moi, j'avais envie d'être très bien accompagnée et j'ai invité ce soir des gens que j'avais vraiment envie d'entendre et à qui je voulais vraiment donner la parole. Ce sont les louves du polar. Alors, je vous demande d'accueillir Cécile Cabanac. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir. Ophélie Cohen. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Céline Dangean Bonsoir tout le monde. et Luce Michel. Bonsoir Luce. Bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. J'en avais reçu 2 il y a 1 an, 2 ans, ouais 2 ans même. J'avais reçu Cécile, j'avais reçu Céline. On a reçu aussi des loups, on avait reçu Petroni Hirostania que j'avais interrogé. Il y a Rosalie Lowy qui est venue interviewer Dominique Van Cotten il n'y a pas longtemps. Et qui c'est qu'on avait eu encore? On a eu Anouk Schutterberg très vite avec Karnak, elle était là. Et donc voilà. Donc comment allez-vous? Très bien. Bon, Tout va bien. Les loups Merci de nous recevoir. Ah ben non, Merci moi je beaucoup. voulais vraiment vous donner la parole parce que je me disais que quand même c'était important quand il y a un appel, donc là il y a un hurlement puisque le loup hurle, en disant on est là, on est des femmes, on écrit aussi des bons polars, ne nous oubliez pas. Est-ce que une de vous 4 peut nous expliquer comment sont nés les louves du polar? je sais pas, Cécile ou moi peut-être. Allez, vas-y. Ouais, Vas-y. merci. Non, les louves, elles sont nées en fait d'une initiative un peu spontanée. Hein. On était avec quelques filles autrices en train de parler de la question de la visibilité. Que ce soit en librairie, dans les mises en avant ou par les médias, etc. Et on se rendait compte qu'effectivement, on était un peu moins visible que les hommes et on se posait la question de savoir pourquoi. Et de là, on s'est dit, au lieu d'essayer de savoir pourquoi, parce que de toute façon, c'est certainement multifactoriel et qu'on n'est pas là pour taper sur qui que ce soit en essayant de trouver un coupable, on va peut-être essayer de prendre la parole et de se mettre un petit peu en avant, de nous faire exister toutes, autrices, louves ou non louves, hein, dans le genre polar et français. On va essayer de se faire exister, de se valoriser les unes les autres. De là est née l'initiative d'un premier petit film de lancement qui lançait un appel aussi aux autrices intéressées pour rejoindre le collectif. Et il y a eu énormément d'adhésions spontanées des autrices de polar françaises qui avaient envie de rejoindre le collectif et avec des valeurs qui sont celles de la sororité, du soutien, de la valorisation mutuelle et on essaie de rendre hommage à tous les genres du polar écrit par des femmes parce qu'il y a vraiment des choses très différentes, très variées et qui peuvent concerner un très très large public. Et donc voilà, à partir de là sont nées des actions concrètes auprès des libraires, auprès d'enseignes, partenaires et de mois en mois et très rapidement finalement on a rencontré un intérêt et des partenaires pour mettre en place des actions très concrètes en librairie, en espace de vente, etc. Voilà, pour dire en gros, aujourd'hui on est 33 et on a encore des demandes en attente parce que on peut pas rentrer tout le monde trop vite. Donc voilà, effectivement, voilà, 33 louves à ce jour. D'ailleurs, comment vous faites? Vous faites passer des épreuves Oui, c'est très bien. Parce que quand on voit votre film, je remettrai sous la page Facebook de la vidéo cette fameuse vidéo qui est devenue virale, où le lancement, donc c'était en septembre, donc pour une rentrée littéraire, c'était bien d'avoir une contrebalance, parce qu'en général, les polars arrivent plus loin. Moi, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, là, il y a même pas 1 heure, je rigolais encore, je me dis, elles étaient investies, c'est drôle, et ça donne envie de venir vous rejoindre, et surtout de vous lire, parce qu'on se dit, si elles sont aussi drôles que ça, c'est que dans leurs livres, même s'il y a des horreurs, des choses très glauques, il y a quand même de l'humour. Et on reviendra sur l'humour avec Luce, parce que Luce est primo-romancière, et dans son roman Noir, il y a aussi de l'humour. Est-ce qu'Ophélie, Luce ou Cécile, vous avez envie de rajouter des choses par rapport à ce qu'a dit Céline? Moi, j'ai juste une petite chose à ajouter, c'est que
C'est un peu une spécificité française, cette histoire du polar qui est très associée au masculin. Moi, il se trouve que j'habite à la frontière avec l'Espagne, que j'ai toujours un œil sur ce qu'ils font. On parle beaucoup du polar espagnol qui est très dynamique en ce moment. Et c'est vrai que ça n'existe pas, ça, cette histoire de les femmes cantonnées à un genre littéraire et les hommes à un autre. Nous, ce qu'on souhaite dire dans les loups du polar, c'est que le genre n'a pas de genre. Voilà. Ouais, c'est Et ça. qu'on met au défi beaucoup de lecteurs de connaître le genre de l'auteur si justement elle n'est pas spécifiée sur la couverture. Ça, j'en suis persuadée, je ne suis pas la seule, on est nombreuses à le penser chez les Louvres. Problème de son. Problème de connexion. De polar francophone. Ouais, et cette invisibilité, elle s'explique pas vraiment, et donc on milite pour que ça change. Voilà. Il y a un bon exemple de ce que tu viens de dire par rapport au genre et le polar espagnol. Il y a, le prix Planeta avait été donné à un polar, et en fait, c'était 5 personnes. Déjà, c'était pas une, c'était 5. Il y avait un prénom d'auteur qui était féminin, et ce sont 5 hommes qui sont derrière. Donc voilà, ça c'est un bon contre-exemple. Ça n'existe pas encore en France. Peut-être un jour, on aura un homme qui va écrire avec un pseudo de femme, possible, je ne sais pas, on verra. Ce qui serait super, c'est qu'il puisse faire le choix de le faire en écrivant du polar, parce que des messieurs qui prennent un nom féminin pour écrire et publier une romance, d'une certaine manière, ils ne font que consacrer une réalité que l'on conteste, celle dont Cécile parlait. Les femmes écrivent de la romance et les mecs écrivent du polar. Bon, c'est con, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Voilà. Et ce soir, on a la preuve à l'écran qu'il y a 4 femmes qui sont là et qui savent écrire des polars. Et parfois, ça n'engage que moi ce que je veux dire, parfois mieux que les hommes. Et j'en suis je les ai quasiment tous. Donc, mais moi, j'aimerais bien qu'on entende Luce. Luce, elle est primo-romancière, donc elle s'est lancée dans le roman noir. Pourquoi, Luce, tu as décidé de rejoindre les loups du polar? Alors, d'abord, je ne suis pas primo-romancière. C'est mon premier roman noir, mais j'ai écrit avant des comédies, des livres de filles. J'ai écrit avant. Et là, je me suis dit, c'est un peu la mode, ce truc de transgenre. Non, pas du tout. Pourquoi les Louves? J'avoue que ce qui m'a plu, moi, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, le féminisme peut être très agressif. Et ça ne me plaît pas, mais c'est très personnel. Et là, je trouvais qu'au contraire, on était dans quelque chose d'intéressant parce qu'on n'était pas dans, je caricature, hein, mais on va tous les émasculer, on va tous les buter et on va prendre la place. On n'était pas du tout là-dedans dans le discours. Au contraire, on était dans... finalement, les mecs, ils se regroupent aussi un peu entre eux. Hein. Ils sont potes entre eux. Il suffit de lire dans les remerciements. Ils sont à tous s'embrasser sur la bouche les uns les autres. Donc, on voit bien qu'il y a, en tant que lectrice, on voit bien qu'il y a un groupe comme ça aussi de mecs. Et ils ont raison, ils s'entendent bien. Et en lisant le premier communiqué, c'est ça qui m'a vraiment attirée en premier. C'est de me dire... c'est chouette qu'on ait un truc de fille, mais qui ne soit pas contre les mecs, qui soit juste un truc de fille. Et la deuxième chose, c'est que moi, ça m'a permis effectivement de me rendre compte qu'il y a plein d'autrices que je ne connaissais pas. Et pourtant, je lis beaucoup de polars. Et je suis lectrice pour des maisons d'édition, donc je lis vraiment beaucoup. Et du coup, oui, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il y a des tas de noms que je ne connaissais pas. Alors, j'avoue que je n'ai pas encore lu les 33, mais j'en ai lu beaucoup. Et du coup, égoïstement, c'est génial parce que ça m'a fait découvrir des super auteurs, quoi. Et je me suis dans des genres effectivement très différents. Et je me dis, c'est impossible de ne pas y trouver son bonheur. C'est impossible. Et moi aussi, j'ai découvert des auteurs grâce à vous. Il y a des autrices que je ne connaissais pas. Et je suis allée voir, je suis allée acheter, parce que les libraires achètent aussi des livres, donc je suis allée acheter des livres. Et j'ai lu. Donc, il y en a que j'ai découvert. Et notamment, j'ai découvert Ophélie, qui est là-haut, qui ne dit rien, mais qui... Non, moi, j'écoute. On reconnaît bien la déformation professionnelle. Alors, parce que je vais résumer, souvent, ces messieurs sont soit anciens douaniers, anciens policiers. Et donc là, parmi les 4, il y en a une qui est légitime, j'ai envie de dire. L'équivalent de ces messieurs qui se mettent plus en hauteur, c'est Ophélie, puisqu'Ophélie est major de c'est ça, on va dire. C'est ça, jeune major.
Alors, Ophélie, pourquoi? Alors, est-ce que tu as passé une épreuve de tir, un parcours du combattant pour entrer dans les polars ou pas du tout? Si, complètement. N'oublie On pas m'a que emmené tu à as la juré le chasse. secret, hein. Tu ne dois rien révéler. On m'a emmené à la Prêter chasse, serment sur la vie. Non, je rejoins Luce, le côté féminisme sans taper sur les hommes me plaisait beaucoup. Quand Céline m'a appelée pour la vidéo, j'ai dit banco tout de suite, hein, parce que dès qu'il y a des conneries à faire, je suis là. Il n'y a pas de souci. Et puis c'est aussi une façon de connaître d'autres autrices, comme disait Luce, mais des autrices qui étaient des copines qui deviennent des amies, des autrices que j'avais vues passer par-ci par-là. Et effectivement, du coup, on se croise plus, on s'intéresse plus les unes aux autres. Et puis, comme tout le monde, je lis énormément, mais je lisais quasiment que des mecs, sauf les autrices que je voyais à l'époque en salon. Mais les femmes sont quand même moins nombreuses en salon que les hommes. Et il y a cet effet de masse, on ne l'avait pas. Et voilà, moi, c'était vraiment ce côté... voilà, j'ai découvert... Il y a des filles que je connaissais déjà, il y en a que je découvre, et je crée de belles amitiés aussi grâce au collectif. Et le fait de se tirer les unes les autres vers le haut, parce qu'on a quand même Céline et Cécile qui sont ce que j'appelle moi des gros porteurs, entre guillemets, par rapport aux plus petites, qui nous tirent aussi vers le haut, qui n'hésitent pas à parler de nos livres, et les actions permettent de mettre en lumière toutes les autrices du collectif et en dehors du collectif, et pas uniquement un petit noyau comme on a l'habitude de le voir même chez les hommes. Ophélie, elle fait quelque chose de très sensé dans cette vidéo. Elle ne jette pas la bouteille de vin. Et ça, Oui. c'est un bon. C'est sacrilège, c'est péché. Non, il y a quelque chose, moi, qui est ressorti quand je suis allée un peu voir, je suis allée voir le site, donc on vous remettra les coordonnées du site, ce sont les louves du polar.fr, c'est cette solidarité qu'on n'a pas, et là encore, ce sont des propos qui n'engagent que moi, qu'on n'a pas dans la Blanche. C'est-à-dire que les auteurs de la Blanche, ils se connaissent, elles sont très courtoises sur les salons, et on a l'impression que ça s'arrête là. Dès qu'il y en a, je vais extrapoler, dès qu'on peut tacler quelqu'un, on le fait. Vous, on n'a pas cette impression-là, on a l'impression que c'est un groupe qui est très soudé. Comme l'a dit Céline, il y a un pacte, on a l'impression que, comme les mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Bon, à 33, c'est beaucoup plus dur de faire le truc, mais on a l'impression que c'est ça. Et ça, c'est super. Vas-y, Cécile, vas-y. Non, c'est vrai qu'il y a un esprit de camaraderie dans le polar d'une manière générale. Et d'ailleurs, on a de très bons copains, tout et on passe de très bons moments sur les salons. Et on s'est dit qu'on pouvait poursuivre ça aussi au sein d'un collectif qui nous mette un peu en valeur. C'est vrai que moi, très vite, quand j'ai rencontré Céline dans le vent, j'ai vraiment matché. Enfin, ça, voilà, ça. Le Sud-Ouest, ça. C'est qu'on avait plein de choses en commun. Et du coup, on a eu envie de créer quelque chose. Et finalement, je ressens ça avec beaucoup de membres. Et je trouve ça super agréable parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose de très solitaire. Et avoir les louves, pour moi, c'est vraiment une respiration. Je sais que je peux... dernièrement, j'ai demandé des conseils à Ophélie, voilà, parce que j'étais paumée sur un truc de procédure. Ah oui. Un petit problème. Pour moi, il n'y a que des choses. Tu nous entends, Cécile? Parce qu'il y a des petites coupures de... C'est l'Espagne, ça. C'est l'Espagne. Bah, ça, c'est... Hein. Oui, ça a peut-être dû couper. Non, en fait, voilà, c'est vrai que les loups, c'est aussi une bande de copines. Voilà. Comment vous expliquer que on avait les hommes qui étaient très présents. Chez les femmes, on a eu donc Elisabeth George, il y avait P.D. James, après beaucoup plus après il y a eu Patricia Cornwell qui est arrivée, il y a eu Camilla Lackberg. Là on s'occupait des femmes. Chez les Françaises, on n'en parlait pas jusqu'à ce que Fred Vargas arrive, nous introduise le polar historique. Comment vous expliquez qu'après on ne parlait plus des autrices françaises dans le polar? Vous avez une explication? Vous avez creusé ça ou pas? Alors, moi, je pourrais dire... Ophélie, après, elle parlera. Mais vas-y, Ophélie, si tu veux, vas-y. J'ai envie de dire que, pour le coup, c'est vrai pour les femmes, mais ça a été vrai longtemps pour les hommes aussi. Oui, parce que moi, avant d'être autrice, j'étais grosse lectrice, et pendant longtemps, je n'ai lu que des auteurs étrangers, parce que c'est eux qu'on mettait en avant dans les librairies. J'ai découvert les auteurs français en faisant des salons du livre en France. Parce qu'on les mettait moins en avant. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, on en voit plus, mais pendant longtemps, c'était les auteurs étrangers, hommes ou femmes. Et alors maintenant, on commence à avoir plus d'auteurs français, mais les autrices, il faut encore sortir les rames et attaquer la falaise parfois. Et puis, je rajouterais que je ne suis pas certaine que pour le lecteur lambda, il y ait eu une vraie identification de Fred Vargas comme étant une femme. Elle a fait le choix
de porter de porter son diminutif, et je suis pas certaine que ce choix était anodin. Et donc, même si beaucoup de gens aujourd'hui le savent, et heureusement, et puis c'est très bien, je pense qu'au moment où elle a beaucoup vendu, où elle écrivait beaucoup, Fred Vargas n'était pas très clairement identifié par le lectorat comme étant une femme. Donc on ne peut pas supposer qu'elle ait participé à l'émergence du polar féminin, en tout cas, en tant que Ouais. polar écrit par une femme, quoi. Voilà, c'est pas sûr. Mais il y a eu de belles plumes. Il n'y a pas eu que Fred Vargas. C'est vrai que et il en reste d'ailleurs sur le circuit des premières écrivaines françaises, enfin de la deuxième moitié du XXe siècle, quoi. Je veux dire, il y a des femmes qui ont beaucoup écrit, mais c'est vrai qu'elles ont été, alors peut-être Ophélie a-t-elle raison, un peu invisibilisées par les auteurs étrangers sur une longue période. Et aujourd'hui, par contre, c'est vrai que les hommes français émergent, ou en tout cas sont bien mis en avant. Et voilà, donc pourquoi pas les femmes? Est-ce que vous avez vu une évolution depuis que vous avez créé Les Loups du Polar, donc c'était en septembre 2022, et à aujourd'hui, là, en 2023, est-ce que vous avez vu une évolution? Moi, je veux bien répondre. Moi, je dirais, mais ça n'engage que moi. Oui, au sens où il y a pas mal de partenariats qui nous ont été proposés, c'est-à-dire que nous, en tant que Louvre, nous n'avons pas été les chercher. Je pense à des enseignes comme Cultura, je pense à Quai du Polar, qui nous a sollicité aussi pour un partenariat. Il y a les enseignes Maison de la Presse également. Et pourquoi je dis ça? Pour dire qu'en fait, ces partenaires-là, qui sont des maillons de la chaîne du livre, sont venus vers nous en disant, mais en fait, ce que vous faites, ça nous plaît, et ça fait écho. Donc, je me dis légitimement que si ça fait écho, c'est que ce que nous disons n'est pas totalement hors sol, quoi. Hein. Et donc, oui, ça change les choses, puisque vous avez, même si on n'a pas du tout révolutionné quoi que ce soit à l'heure actuelle, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a déjà des choses qui bougent, puisqu'on a des partenaires de taille, et les libraires indépendants également, qui s'emparent des choses et nous disent ah ben, on veut faire quelque chose avec vous. Donc ça, c'est déjà une première modification dans le paysage actuel, me semble-t-il. Pourquoi le loup? Après, je te donnerai la parole. Est-ce que le loup, vous avez pensé à la phrase de Kipling qui est la force du clan, c'est le loup, et la force du loup, c'est le clan? Est-ce que ça a été ça qui a été une histoire du collectif, ou pas du tout? Vous avez pris le loup parce que ça hurle et que vous vouliez dire nous, on est là, on existe. Vas-y, Cécile, tu la connais la réponse. Alors, la réponse, en fait, c'est que tout simplement après le salon de Saint-Maur-en-Poche, on est tombé sur une publication de Maude Mailleras qui avait fait une très chouette photo avec Maude Tabachnik, elle et Maude Tabachnik, et qui avait dit les louves, je crois. Alors, je ne me souviens plus de l'expression, mais enfin, elle avait utilisé le terme de louve. Et on s'est dit, mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie d'être une meute, on a envie de fonctionner en groupe. Et la louve, ça correspond assez bien à l'image qu'on a envie de donner, c'est-à-dire qu'on est en groupe et puis on peut gueuler fort aussi pour se faire entendre. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ce qu'on voit dans les changements quand même un petit peu, moi je constate que j'ai démarré sur les salons en 2019. Et en 2019, sur toutes les conférences que j'ai eues pratiquement, j'ai eu comme question, mais comment ça se fait que vous écriviez des choses aussi sombres et aussi dures en étant une femme? Et au début, j'essayais de répondre à la question pour être une fille polie. Au bout d'un moment, j'avais plus rien à dire. Et je constate qu'avec les Louves du Polar, j'ai plus cette question. Et ça, c'est un immense soulagement pour moi, parce que j'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire, voilà, on peut être une femme et écrire du polar, on peut être une femme et écrire des choses très dures. Encore une fois, c'est pas une question. Et encore, t'es brune, hein? Oui. Parce que Clarence et moi, par exemple, blondes et femmes, on devrait écrire de la romance, tu vois, pas du polar. C'est sûr. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que c'est vrai que les femmes qui écrivent de la violence, c'est beaucoup plus surprenant. Je vais faire un truc caricatural aussi. Les hommes, on est habitué à ce que la violence vienne des hommes. Et quand c'est les femmes, c'est beaucoup plus subtil et
Cécile, elle nous a quand même écrit des horreurs. Elle nous a emmuré des enfants dans une baraque, quand même. Je veux dire, quand on la voit là, on n'a pas l'impression. Céline, vous avez des trucs pareils. Voilà. T'as pas été voir sa cave encore. Voilà. Un jour, on sera appelé à Il y a des dossiers, on sait. Il y a des dossiers, il y a du Christelle Duchamp enfermé là-dedans. Ouais. En train de pédaler pour faire de la lumière. Ah là là. Et alors, qui a dessiné ce logo? Alors, parce que je crois qu'Ophélie, elle est très impliquée, elle s'occupe de quoi? De tout ce qui est graphisme. Non, alors le graphisme, c'est Christelle. Moi, je gère notre page Instagram, les stories, je réponds au MP, etc. Donc, je suis CM côté Instagram, mais c'est vraiment Christelle qui crée tous les visuels. J'imagine que c'est très chronophage. Comment on fait pour s'occuper d'un site, écrire un polar, être flic à plein temps, s'occuper de... En fait, je vois pas ce qu'il y a de surprenant parce que depuis que la femme s'est mise à travailler en dehors de la maison, elle ne fait rien d'autre qu'élever des enfants, tenir un ménage, aller faire des courses, assurer le quotidien, travailler à côté. Donc en fait, au final, je crois qu'on est dans une extension supplémentaire d'une réalité. Bon, je caricature parce que les mecs s'y mettent de plus en plus, mais c'est pour dire que les femmes ont souvent plusieurs métiers, plusieurs casquettes, et effectivement, ça s'ajoute, quoi, c'est sûr. Et puis, comme l'ont dit les filles, on est un collectif. Donc, on se repose sur le collectif, on agit tout ensemble, on se répartit les tâches, on échange. Ça ne pourrait pas reposer uniquement sur les fondatrices, même si au début, ça a été énormément sur les filles et qu'aujourd'hui, ça commence à... Voilà, chacun y prend un peu sa part, mais sans cette force du collectif, ce ne serait pas tenable. Oui, c'est sûr. J'ai une question à 1 euro, pas plus. Hein. Est-ce que Céline et Cécile, vous qui êtes déjà un peu avancées dans vos romans, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes les nouvelles voix du polar au féminin? Parce que vous avez quand même pris une ampleur. Céline, il y a 7 romans. Cécile, c'est 3. Il y a quand même une... Là, vous commencez à venir concurrencer le haut du panier, j'ai envie de dire. Est-ce que vous en rendez compte ou pas du tout? Alors, je ne sais pas ce que Cécile va répondre, et moi, très honnêtement, pas du tout. Mais voilà. Donc après, il m'arrive de temps en temps de me dire, quand les autres s'adressent à moi, ah mince, il me considère de cette manière-là, voilà. Mais moi à moi, en tout cas, c'est pas vraiment quelque chose que je réalise en tout cas, et je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais bon, voilà. Si, moi je peux témoigner là-dessus. Là-dessus. Parce que Céline, j'avais lu La fille de Cali et Le Cheptel, qui reste pour moi un des meilleurs romans policiers que j'ai lu de toute ma vie. Et donc, quand les Louves, je crois que je me rappelle encore de mon premier mail où j'étais là, non, attends, j'ai pas encore publié de polar et tout, j'ose écrire à Céline, c'est top. J'ai son mail, je vais pouvoir lui dire combien j'ai aimé ses bouquins. Mais j'étais comme ça, quoi, derrière mon écran, à me dire, mais c'est incroyable quand on admire quelqu'un pour le travail qu'il fait, c'est incroyable d'un coup d'être dans un truc qui vous ouvre. C'est un cadeau génial, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres Louvres de Louvre que j'aime et je trouve ça fantastique de se retrouver d'un coup pratiquement sur un pied d'égalité avec des gens qui jusque-là étaient inaccessibles en fait, hein, et ça c'est chouette aussi. Vous avez vu, Céline est tout à fait inaccessible, elle dit des gros mots, elle rigole. Ouais, c'est ça. En fait, Elle chante. Elle boit trop. Voilà. Elle chante. Bon, en tout cas, vous avez des actualités, parce que bon, on ne va pas parler que des... Vous avez des actualités, donc je vais vous les montrer. Alors, il y a Cécile, voilà, le chaos dans les veines. Alors, elles nous ont fait des trucs là qui font les muscles un peu. Hein. Il y a Céline avec le précipice. Il y a Luce. Voilà. Alors, je donnerai vos éditeurs parce que je ne les ai pas donnés. Et je vais montrer en numérique parce que je n'ai pas encore... la Poste a été méchante avec moi. Donc, mais ça vient de loin, ça vient de Belgique. Voilà, Suspicion. Donc, c'est sorti chez IF. Je ne sais pas comment on... Oui, IFS. Collection Phénix Noir. Donc, Céline, elle a changé d'éditeur. Elle est passée chez Michel Lafon. Cécile, elle est toujours chez Fleuve. Et Luce, c'est chez Marabout, la collection Black Lab. Je ne sais pas si c'est une collection d'ailleurs. Si, c'est une collection. Si, c'est une collection. Alors moi, c'est bien parce que la 4 autrices, 4 Louves, 4 styles différents. Alors, il y a quand même des points communs. Moi qui vous ai dit, il y a des points communs on va dire qu'il y a des équipes. C'est-à-dire que Céline et Cécile nous ont fait de la longue narration. Ophélie et Luce nous ont fait des trucs beaucoup plus resserrés, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est quand même très puissant aussi. Et vous avez quand même toutes un point commun. Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes lues. Moi, il y a un truc qui est ressorti, c'est la temporalité. Vous avez choisi quasiment toutes d'avoir, alors soit elles sont courtes, soit elles sont très éloignées.
c'est quand même dingue d'avoir choisi ça parce que ça veut dire que la construction, elle est encore plus complexe. Pourquoi avoir choisi à chaque fois des temporalités parce que vous nous perdez aussi avec ces... Quoi, vous nous perdez. Non, c'est très bien fait, donc on ne se perd pas. Mais est-ce que ce n'est pas le risque de se perdre aussi, d'avoir des temporalités qui sont longues? Je crois que la plus longue, c'est 1983 et 2000, je ne sais plus qui c'est qui a une longue période là, c'est Cécile. Cécile, elle aime bien la difficulté. Pour moi, sur celui-là, c'était un défi personnel parce que jusque-là, j'avais fait mes 3 premiers romans avec une chronologie plutôt linéaire. Et je me suis dit, cette fois-ci, tu vas un petit peu te compliquer la vie. Comme je travaille sans plan, en fait. Voilà. Pratique. Cécile, alors, et je me suis dit, est-ce que je vais être condamnée? Est-ce que je vais être condamnée toute ma vie à faire du chronologique? Donc, je me suis dit, non, là, le 4e roman, c'est un virage, débrouille-toi, fais autrement. Et donc, j'ai eu envie d'avoir une histoire complexe, un château de cartes, 2 châteaux de cartes qui se rejoignent. Je me suis pas mal amusée et je me suis fait peur en faisant ça. Et c'était vraiment parce que j'avais envie de me mettre de ce défi, quoi. Il faut essayer tout le temps de changer son fusil d'épaule et de tenter de nouvelles façons de raconter les histoires. Donc voilà. Ophélie, elle a une temporalité qui est beaucoup plus courte, mais elle s'est fait un autre défi, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnages principaux, on va dire, 4-5, ouais, et c'est toujours à la première personne. Oui, je suis schizophrène. Voilà, on a vécu à 5 dans ma tête pendant quelques mois, il n'est pas simple. Mais comment? On en ressort indemne ou pas? Je sais pas, je suis Gémeaux, hein, tu sais, donc j'ai déjà une personnalité un peu, voilà, hein, parfois. Mais non, le fait, moi, d'avoir 2 temps, ça me permettait d'avoir ma famille, en fait, Aaron, son père, sa mère, et le policier sur une 2e ligne de temps, et de développer le travail du policier dans ces affaires-là. Mais non, après, Héloïse, je suis comme Cécile, hein, c'était très linéaire, et le suivant, non, il n'est pas tant que ça, en fait. Mais sans plan, c'est pas simple. Céline, elle a une temporalité qui est de 2002 à 2022. Ça va encore, c'est gérable, ça aussi. Mais elle aime bien nous mener en bateau, Céline. Elle aime pas faire le simple. Mais en fait, c'est l'intrigue qui a imposé cette double temporalité. J'avais dès le départ le désir de travailler sur un thème donc qui va être exploité sur la ligne temporelle de 2002 dans mon livre. C'était le thème des ados, des bandes d'ados et de comment on se construit à cet âge-là, comment on interagit, comment on s'influence et comment une émulation de groupe peut amener à un drame. Ça, c'était ce que je voulais traiter en premier. À part que j'avais aussi le désir d'y greffer mon enquête, etc. Et que je me suis dit à ce moment-là, mais ton enquête, elle va se passer en 2022. Les ados de 2022, tu les connais moins que les ados de 2002, question d'âge, première chose. Et ensuite, j'avais pas envie de faire en sorte que l'enquête se passe au moment où les jeunes sont des ados, parce que ça venait compliquer un petit peu les choses, je trouvais. Et du coup, je me suis dit, ben non, il suffit que le drame se produit, il y a cette histoire de 2002 qui va avoir des incidences en 2022 et ces incidences vont impliquer l'ouverture d'une enquête et du coup, il y aura le récit de l'enquête en 2022 et les origines finalement. Voilà. Et donc, j'ai joué là-dessus. Et juste pour finir, il peut arriver aussi qu'une intrigue trouve toute sa densité, tout son suspense et sa tension dans le fait qu'on déstructure la ligne temporelle dans la présentation qu'on en fait au lecteur. Il arrive que des histoires qu'on commence à se raconter, finalement, soient bien moins haletantes si elles étaient racontées, si on respectait une chronologie fidèlement, plutôt que justement de s'amuser à faire une espèce de petit puzzle temporel qui là va mettre le lecteur aussi dans cette position de spéculation et d'essayer de faire des liens et des hypothèses, etc. Bon, c'était pas le cas dans Précipice, mon dernier, mais je tenais à dire ça aussi. Voilà. Alors après, avec Luce, il n'y a pas de temporalité, mais par contre, on a 2 parties et on a un huis clos psychologique sur une île. C'est balnéaire, c'est beau, mais il se passe des trucs... Et c'est un roman choral. Là aussi, beaucoup de personnages. Et alors,
on ne vous le dit pas, mais je ne sais pas combien ils sont dans la tête de Luce. Chelou, j'ai envie de dire. Et surtout la fin, mais qui est génialissime, parce que je sais pas. Alors, c'est vrai, parce que c'est expliqué, elle dit que les faits sont vrais. Et je me dis, mais comment on peut se lever un matin en se disant, tiens, je vais finir mon livre comme ça? Ouais, déjà, je ne sais pas comment on se lève un matin en disant tiens, je vais commencer mon livre comme ça. C'est la première question. Après, je me suis bien reconnue dans ce que disait Ophélie, où effectivement, on a été assez nombreux dans ma tête pendant longtemps. Et que je suis Gémeaux aussi, donc il y a peut-être un truc à creuser là. Ah bah voilà. Au-delà du genre, peut-être qu'il y a un truc à faire sur ça. Non, mais la temporalité dans le mien, oui, il y a une première partie qui se passe sur une journée. Et ça me plaisait aussi parce que voilà, c'est vrai que j'habite le Var et que ça se passe sur une île du Var et qu'il fait dans la première partie très chaud. Et je pense que tous les gens qui sont venus en vacances ici connaissent ce type de journée où vraiment c'est caniculaire et en plus il y a un putain de Mistral et donc déjà rien que ça c'est violent en fait parce qu'il faut survivre à ces journées-là et on sait que l'incendie peut se déclarer. Donc c'est vraiment des journées toujours très, très intenses pour nous ici. Et la deuxième partie se passe 4 ans plus tard pendant le confinement en fait. Donc double enfermement, déjà vous êtes sur une île. Et en plus, vous êtes confiné sur l'île, quoi. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, j'étais confinée dans le Var, mais pas sur les îles de hier. Mais tous les gens qui étaient sur les îles avaient vraiment une crainte encore plus grande du virus, parce que il y a pas de médecin déjà sur ces îles. Donc, s'il y en a un qui tombe malade, c'est quand même un peu chiant. Et c'est vrai que quand ça s'est un peu assoupli, tous les gens qui ont des résidences secondaires ont préféré se trouver enfermés ici que... je ne sais pas, À Paris. ou à Paris. Voilà. Donc, il y a eu un afflux de gens sur... Mais bon, ce qui n'a rien à voir avec le livre, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, en tout cas, oui, la deuxième temporalité, effectivement, les personnages s'expriment tous à la première personne. Et c'était un peu un défi, mais ils me parlaient comme ça, donc je n'ai pas trop eu le choix. Et après, je ne sais pas du tout comment ça s'est fait, parce que je n'ai pas fait de plan non plus. Ah ben voilà. Ah, bah, J'ai voilà. envie de dire, continuez à faire sans plan, parce que c'est tellement génial que arrêtez les plans. Moi, je vous le dis. Hein. Il y a aussi un autre point commun que j'ai trouvé, c'est le silence. Dans certains, il y a un pacte du silence, ça c'est chez Céline, un pacte du silence qui est fait. Et le silence, il a une place importante dans les 4 romans, je trouvais. Alors, c'est pas un personnage, mais il a un truc particulier, c'est l'atmosphère, et ce silence, parfois il est pesant, des fois il est fugace, mais il apporte toujours quelque chose. Est-ce que vous avez travaillé sur le... Bon, Céline, j'imagine que oui, parce que... Est-ce que vous avez vraiment travaillé sur le silence ou c'est... Rien n'est par hasard chez les polars, dans le polar, mais... Moi, je pense que j'ai plus travaillé sur le mensonge, en fait. Et donc, c'est un silence par omission ou des mensonges par omission. Et effectivement, c'est pesant quand les gens ne disent pas tout, mais personne ne dit jamais tout. Donc, le silence, ouais, il était à ce moment-là, et probablement aussi dans ce décalage entre ce vent très violent dans la première partie, qui est très bruyant aussi, et dans la deuxième où tout est calme. L'observation est silencieuse, en fait. Voilà. Donc, mais j'ai pas réfléchi au silence en tant que tel, plus sur le silence familial, on va dire, que sur le silence de l'environnement, en fait. Ou Céline, c'est quelque chose qui est clé dans le roman, voilà. Mais c'est pareil, c'est le silence en tant que taire le secret, quoi. Voilà, avec tout le pacte qu'il peut y avoir effectivement autour de quelque chose qu'il ne faudrait pas dire parce que ça aurait des répercussions. Donc on n'est pas sur le silence au sens environnement, mais évidemment, on est sur le silence en tant que loi d'union entre des personnes. Il y a aussi quelque chose de très commun à vos 4 romans, c'est que vous vous amusez, on sent que vous vous amusez avec le lecteur. Vous le manipulez, vous lui collez des doutes tout le temps. Cécile, elle est très forte pour ça. Ophélie aussi, elle nous met des trucs dans la tête, on se dit, mais qui a fait quoi, qui ment, pourquoi c'est terrible ça. Vous êtes amusée? Ah bah moi, vas-y Cécile. Non, Ophélie, vas-y. Le choix des doutes, je voulais vraiment mettre le lecteur dans la position d'un enquêteur. Donc, c'est difficile d'en dire plus pour pas spoiler le roman, mais il y en a autant, c'est aussi que le lecteur puisse se mettre à la place d'un policier en brigade des mineurs qui doit mener une enquête sans fait matériel et qui ne peut se baser que sur des déclarations. Et faire comprendre à quel point c'est difficile et ouvrir les yeux sur ce fait-là.
Il y a une liberté de ton aussi qu'on retrouve et chez Ophélie et chez Luce. On va dire que Céline et Cécile sont dans un roman, j'allais dire, plus classique dans le polar, parce qu'il y a la narration qui est longue, avec une construction, une maîtrise, des va-et-vient, tout ça. Moi, j'étais très étonnée, et la prouesse que j'ai trouvée dans le livre d'Ophélie, c'est que cette incursion du réel dans la fiction est une maîtrise parfaite. Alors, ceux qui vont dire que c'est un documentaire, je pense qu'ils peuvent le relire, hein. À lire, je le dis, un petit espace original. Ça, c'est vraiment une réussite. Et Luce, c'est pareil. Il y a quand même, on a l'impression d'y être. Ça, c'est très visuel. On entend les sons. On est dans cette maison. On se dit, mais même le chien, on a l'impression de sentir l'odeur. Parce qu'à un moment donné, le chien pue. Il y a l'odeur du chien qui arrive, quoi. C'est vraiment, c'est liberté de ton. C'est-à-dire qu'Ophélie, elle fait parler le flic comme on peut parler dans un commissariat. C'est-à-dire qu'il y a des choses très dures. On est dans la brigade des mineurs. Donc, il y a des choses qui sont crues. Pareil, Luce, il y a des choses qui sont très dures aussi. On vous a laissé carte blanche, vos éditeurs vous ont dit... Ah bah oui, ils l'ont lu à la fin. Oui, j'espère qu'ils l'ont lu. C'est vrai que dans le travail éditorial, parfois mon directeur éditorial me disait, mais t'es sûr, tu peux mettre ça? Mais oui, c'est comme ça qu'on parle et c'est ce que je voulais aussi. Si c'est pour faire un documentaire, effectivement, ou donner l'impression d'être dans un truc sur W9 ou je ne sais quelle autre chaîne un peu sensationnaliste, ça n'a aucun intérêt. Donc, et le roman permet ça aussi, d'avoir cette parole libre et de se défaire des chaînes et de passer les messages qu'on a envie de passer. Céline, elle nous a pris un légiste et elle lui a fait infliger des choses qu'elle est censée voir normalement sur une table quand elle travaille. Et ça, j'ai trouvé ça génial d'inverser, c'est pas d'inverser le processus, mais de prendre la légiste et de la torturée, parce qu'on va dire qu'on va la torturer. C'est parce qu'elle nous a fait réviser des classiques de médecine légale. Cécile aussi, elle aime bien faire des trucs un peu dégueux. Donc, après la discussion, dans les livres, bien sûr, attention, mais c'est toujours très, très bien fait. Ça aussi, le légiste qui donne la leçon et qui finalement apporte beaucoup au roman, parce qu'un légiste, il est capable de dire, ben voilà, ça a été fait comme ça, comme ça, comme ça. Exactement. Mais elle est légiste, ce personnage-là est légiste parce que je savais, même si je n'ai pas de plan également, je savais par contre où j'allais très précisément. Et alors le chemin emprunté exactement, peut-être pas, mais je savais où j'allais et je savais qu'il me fallait un personnage qui à un moment donné, donc à la fin, allait jouer un rôle très particulier dans la révélation de la vérité. Et ça ne pouvait être qu'un légiste. Donc, alors après, évidemment, comme un certain nombre de ses camarades de 2002, cette légiste va vivre des choses un peu éprouvantes, effectivement. Et alors Cécile, elle a fait quelque chose dont je rêvais. On en avait parlé ensemble. Elle avait dit, c'est bizarre, dans les polars, personne ne prend un personnage qui pourrait être le meurtrier parfait quelque part, c'est le thanatopracteur. On a des petites notions de thanatopraxie, c'est pas facile à dire, et quand j'ai lu ça, je dis, j'en rêvais, elle l'a fait. Elle est comme ça, Cécile, elle se lève le matin, elle réalise les rêves. Et elle est machiavélique parce qu'elle nous emmène dans des trucs, mais elle nous perd, pareil, comme Céline, elles sont... Oui, moi j'avais envie de jouer aussi. Alors, en fait, je n'ai pas de plan. Je reviens là-dessus parce que c'est une obsession en fait. Je n'ai pas de plan parce que j'ai besoin de me surprendre. Et du coup, ce jeu. Faut finir les phrases. Elle nous surprend toujours. Finalement, elle nous surprend. On n'a pas parlé en décalage. Alors, je suis décalée avec vous là. Oui. J'aime bien ça, oui, ces effets de surprise. Et j'aime bien aussi qu'en fait le lecteur soit souvent beaucoup plus informé que les enquêteurs ou les témoins de l'histoire. Donc on est sur aussi des niveaux d'information qui sont différents et qui, je pense, permettent de noyer le poisson par certains moments. On a confiance dans un narrateur et on a bien tort. Et voilà, et c'est vrai que il y a un médecin légiste là-dedans qui a une très forte personnalité. Comme j'en ai croisé certains, j'avoue que je me suis inspirée d'un légiste en particulier et qui m'impressionnait beaucoup et à qui j'ai donné ce rôle de type qui désarçonne complètement les enquêteurs, son entourage. Et c'est un type un peu tyrannique. Et je me souviens avec... Elle a le sens du suspense, Cécile. Elle nous coupe les phrases.
Alors, on va revenir à vos titres. Est-ce que ça a été compliqué de trouver vos titres? Parce que donc il y a Suspicion, il y a Précipice, Le chaos dans nos veines et Vue mer. Ils ont une importance, ces titres. Est-ce que vous avez eu du mal à les trouver? Qui les a trouvés? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre éditeur? Est-ce que c'est... Bah, moi, c'est mon éditeur. Moi, j'ai envoyé le manuscrit, j'ai signé le contrat chez Michel Lafon avec un titre provisoire qui s'appelait Jacadi meurt. Voilà. Et c'était pas mal, mais c'est vrai que ça faisait plus enfance qu'adolescence, Jacadi. Donc, il y a eu une hésitation, il y en a qui ça plaisait beaucoup, il y en a qui étaient moins convaincus, etc. Et puis un jour, mon éditrice m'a dit, et Précipice, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai dit, ben, c'est pas mal, en fait, c'est court. Et ça renvoie effectivement à la fois à cette idée de chute vertigineuse que vont vivre mes protagonistes 20 ans après donc, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait plutôt. Et ça renvoie également à une dimension du livre, à une révélation que je tairai évidemment pour ne pas divulgacher. Donc, ça faisait c'était bien, c'était court et c'était bien. Et au moins, il n'y avait pas comment dirais-je, de confusion possible avec... Du tout avec le visuel, hein, par contre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là, qui est un brasier. Donc, Céline, elle est joueuse parce qu'elle nous file un brasier et elle nous met Précipice. Et là, on se dit, mais... le sens du suspense. Voilà, c'est ça, une voiture qui a chuté dans un ravin, un précipice, et du coup, la voiture a explosé. C'est quoi le truc? Et pourtant, hein, du coup, et pourtant, ça se tient, tout se tient. Et ça, par contre, le visuel, je remercie mon éditeur également parce que je le trouve assez parlant et justement cet élément feu qui surprend et qui a pourtant tout son sens. Et le titre à la verticale, je trouve ça génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, Vue mer. Ouais, il y a le sang, et le Mistral, on le sent dans les arbres, parce que les arbres, ils sont un peu... Ouais, non, Vue mer, c'est moi qui ai trouvé le titre, et puis ça allait bien d'avoir Vue mer donc, à louer, et puis Vue mer à vendre, qui sont les deux parties. Ouais. J'avoue que j'aime énormément ce qui a été fait comme travail sur la couverture, et notamment sur la 4e de couve, parce que voilà, je la trouve parfaite par rapport à l'histoire et comme c'est pas mon premier roman, je suis souvent déçue par les 4e de couverture et même ceux des autres où je lis un truc et puis ce que j'ai dedans, non, c'est... Alors des fois je suis surprise positivement parce que la 4e était bof, mais bon voilà, j'ai quand même acheté et je suis là genre mais il est génial. Mais parfois c'est aussi l'inverse où vous lisez la 4e et puis arrivé dans le bouquin, à la fois ça n'a rien à voir et c'est super décevant. Et là je trouve l'ensemble vraiment super bien réussi, quoi, vraiment. Et la 4e, ça a été fait par mes éditrices. Moi elles m'ont demandé de valider et franchement j'ai dit on touche à rien, c'est juste super. Alors, je vais vous partager Suspicion avec un S entre parenthèses. Ouais, qui a son importance. Ouais, une grosse importance. Qui a toute son importance. Pourquoi Suspicion? Parce que Doute, c'était moche. Ça faisait pas joli. Et c'est mon compagnon, qui est auteur aussi, qui a trouvé cette idée avec le S entre parenthèses. Et je trouvais ça génial parce qu'il y a le nœud central avec ce gros doute. Et il y a tous les petits doutes autour. Donc c'était génial de l'avoir comme ça. Et il a été conservé comme sur le manuscrit de départ. Donc c'est à mon chéri que je dois ce titre. On le remercie. Alors, une couverture qui n'a rien à voir avec le titre, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Je demande Cécile Cabanac. Oui, il faut créer des jeux de pistes. Alors, voilà, je pense que c'est important. Alors, le chaos dans il y a un cadavre, c'est ça le truc? Je ne peux pas le dire. Finesse. Non, c'est une blague, parce que ça n'a rien à voir. Je rassure tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début, on ne parle pas des histoires, on est dans le flou, on va sur des trucs précis. J'ai fait exprès parce que moi, je veux que les gens ils aillent en librairie, quand les lecteurs, ce ne sont pas des gens, les lecteurs aillent en librairie et aillent vous découvrir parce que là, on a 4 romans différents, mais je pense que il y en a. Alors, si vous les achetez tous, vous en avez pour 1559 pages. Ça va être €. Je me suis dit, waouh, je peux augmenter le paquet. Donc, ce titre, mais non, 1559, c'est ce que je dis tout à l'heure. Le titre est très beau. Au départ, ce roman s'appelait Oxalis. Ouais, non, mais là, tu as bien fait de changer. Ouais, là, tu as changé, c'est bien. Voilà. Et en fait, mon éditeur trouvait ça pas si mal après l'avoir lu, Oxalis. Mais mon mari m'a dit, on dirait un album de Jean-Michel Jarre.
Ah ouais, Ah non, 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 non. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis finalement, en le corrigeant et en laissant mûrir tout ça, je me suis dit qu'il était question de généalogie du mal. Oui. Et le chaos dans nos veines s'est imposé. Et il a fallu un petit peu de temps, du coup, à l'équipe de Fleuve pour se faire à ce titre. Mais moi, j'y tenais mordicus, quoi. Je l'aime vraiment beaucoup, ce titre. Je trouve qu'il résume assez bien la situation de ce livre. D'accord. Je suis d'accord. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Il y a Florence, il y en a une. Est-ce que vous avez déjà envisagé de passer un jour dans la littérature blanche? Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui a une actualité, qui est Agathe Portail, qui vient de passer dans la blanche, justement, chez Actes Sud. Je vous conseille de le lire, parce qu'il est très bon aussi. L'incursion dans la blanche. Est-ce que vous avez envie, un jour, de passer dans la blanche ou pas du tout? Vous restez ancré dans le noir? Quoique Luce, elle a fait les deux. Ouais, moi je sais, enfin pour moi en tout cas, les histoires me viennent et la manière de les raconter me vient aussi. Voilà, tout ça est très enfantin, hein, en fait. Au départ, c'est s'inventer des amis imaginaires. Après, personnellement, j'aime pas trop qu'on classifie toujours parce qu'on a l'impression que du coup le polar est un espèce de sous-genre littéraire. Alors que pas du tout, il y a des plumes, par exemple, on va en citer un, hein, mais Pierre Lemaître, derrière, il s'est enfilé un Goncourt, il sait écrire le gars, quoi. Donc, je pense que ça tient plus aux thématiques. Moi, je m'interdis rien, en fait. Je n'ai pas de Il y a un message pour toi, Luce, c'est Thérèse qui dit qu'elle a adoré Vumer. Donc voilà, je transmets le message. Merci. Voilà. Et il y a Valérie qui dit que c'est très intéressant cette rencontre, que ça donne envie de vous découvrir. Ah bah super. Ophélie qu'elle connaît déjà. Donc, mais elle peut relire, si elle veut, elle peut relire Ophélie. Quelqu'un qui me connaît déjà? Ben, c'est bien. Ouais. Oui. Alors, deuxième question. Toujours le même syndrome. Claire, elle a une question où il y a un contre-exemple. Pourquoi souvent dans vos romans, le flic, entre guillemets, est une femme et pas un homme? Cela a-t-il une importance? Bon, chez Cécile, il y a quand même, c'est un homme. Moi, je veux bien répondre à ça, par contre. Parce que oui, parce que j'ai un parti pris très clair là-dessus, qui repose en fait sur un grand esprit de contradiction totalement immaîtrisé chez moi. Quand j'ai démarré dans l'écriture du polar, mon environnement, donc on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit en début d'émission, mais c'était quand même un environnement qui était très masculin. Les auteurs étaient plus nombreux. Ils le sont toujours, mais bon, étaient très nombreux et leurs personnages étaient systématiquement donc des flics cassés, un peu mal rasés, un peu alcooliques, travaillant au 36 quai des Orfèvres avec un blouson en cuir élimé et une moto, divorcés et un peu borderline. Je crois qu'on avait fait. C'était le personnage type de tous les types qui écrivaient du polar. Et donc, je me suis dit, ben, ras-le-bol, moi, je suis une femme, je suis dans un milieu de mecs, et ben, je vais prendre une enquêtrice, femme, gendarme, à y être en rond complètement. On oublie le 36 quai des Orfèvres, on vient dans les Pyrénées ou dans le Toulousain, et voilà, et elle va être en plus extrêmement ordinaire, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas en faire une nana borderline, limite au niveau psychiatrique, ou je ne sais pas quoi, on va avoir une femme, en fait, quoi, avec ses qualités, ses défauts, et voilà. Donc, c'est absolument pas le fait de placer la femme à une position d'héroïne, badass, superbe, qui dégaine, qui est sensible et à la fois forte. Non, c'est une femme ordinaire et c'était un parti pris. Et donc la réponse est un grand oui. J'espère avoir répondu à la question. Que dans ton roman, on retrouve Louise Comont qui était déjà dans le précédent. Elle revient en deuxième semaine. Ils sont trois à revenir. Il y a Thierry et il y a Violette. Violette, c'est ça. Mais oui, et les femmes ont beaucoup de place dans mes écrits, dans tous, des places positives ou négatives. Hein. C'est pas des questions là Et la femme n'est pas toujours une victime et dans certains de mes livres, elle est même une méchante tueuse. Hein. Voilà. Alors, il y a une question assez drôle. C'est Olivier qui la pose. Qui est assez drôle, il marque humour dans la deuxième partie de la question. Lisez-vous systématiquement les rubriques faits divers dans les journaux pour vous inspirer ou pas du tout? Lisez-vous détective? Humour, parenthèse. J'ai pas besoin. Oui, ça ouais. En 23 ans, j'ai assez de matière. Bon, moi, j'ai un œil, mais pas détective, j'avoue. Mais j'ai un œil, oui. Et d'ailleurs,
Le chaos dans nos veines est inscrit dans fait divers qui a eu lieu, enfin le phare Sud-Est, et j'avais lu cette histoire il y a 4-5 ans, et elle était restée dans un coin de ma tête en me disant ça c'est un super début ça. Voilà. Puis après on se détache de la réalité. Ouais, Mais je pense que de toute façon, c'est la réalité hein, qui fait notre source d'inspiration principale. Alors après, on n'est pas toutes sensibles aux mêmes choses et donc, voilà, on ne va pas s'arrêter sur les mêmes trucs, mais les faits divers peuvent parfois susciter une interrogation, une prise de conscience et qui vont être le démarrage d'un sujet en fait. Après on colle pas, je crois pas, j'en sais rien, je veux pas parler pour les autres filles, mais on n'est pas là pour raconter du fait divers. Je pense qu'on se l'approprie, ce qui nous a fait un petit peu nous arrêter et qu'on le transforme et après on fait quelque chose de totalement personnel à partir de ça. Alors moi, je lis. Alors moi, j'ai été journaliste fait divers, donc j'ai pas été flic, mais j'ai été fait divers au début quand j'étais journaliste. Donc j'en ai mangé pas mal du fait divers. Maintenant, j'avoue que je suis abonnée surtout à des newsletters de journaux américains, et là. Je lis que les titres parce qu'en fait c'est tellement énorme à chaque fois. Je me dis, mais attends, mais tu mets ça dans un bouquin, mais ma pauvre, personne ne peut y croire, quoi. Donc, j'ai toujours cette sidération de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en dessous de la réalité, quoi. Et donc, j'adore lire les titres. En plus, les titres du New York Times, ils sont toujours... Voilà, ça, j'adore. Et les titres de détectives aussi, j'adore. J'adore. Non, mais c'est génial, parce que d'un fait divers, donc tout le monde a entendu parler, ils vous font un truc... Voilà, comme ici Paris avec les célébrités, quoi. Michel de Riquer, le drame, bon, en gros, il a marché dans une crotte de chien. Je veux dire, c'est ici Paris. C'est ici Paris. C'est ici Paris. Mais voilà, j'adore. Moi, je suis très fan de tout ça, moi. Une louve que vous connaissez, c'est Rosalie qui dit bravo les filles, je vous kiffe. Salut Rosalie. Ah, bisous Rosalie. Il y a Vanessa qui dit que c'est une très belle mise en avant de ces autrices que je vais m'empresser de lire. Et ça, oui, Vanessa, il faut que moi je la connais, Vanessa. Il y a une question de Laure qui est assez intéressante. Est-ce que c'est plus compliqué de se mettre dans la peau du méchant que dans celle du gentil? Là, je pense qu'on plus facile d'avoir des réponses différentes. Ah non, vas-y, Lucien, vas-y. Moi, je trouve que c'est plus difficile d'être le gentil. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je me suis posé une question. Dans la peau du méchant. Une question moi, je me suis posée. Je me dis, c'est marrant parce qu'il n'y a aucun auteur de polar. Alors, j'ai pas tout lu, hein, ça c'est sûr, j'ai pas tout lu, qui a pris un serial killer comme héros récurrent dans ses polars. C'est toujours un flic, une histoire de flic, mais jamais un méchant qu'on revoit, qui revient et qu'on n'arrive jamais à choper. Jamais ça. Vous l'expliquez? Il y a Dexter. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est que c'est pris. Dexter, c'est une série écrite au départ. Hein. Oui, mais c'est américain. Moi, je parle des Français. Français. Il y a Patrick Bowen. Il y a Patrick Bowen avec la trilogie du chien où on suit un tueur en série. Oui, c'est vrai, pardon. Ouais, j'avais oublié. Oui. Après, c'est un peu le côté, une fois que l'idée a été exploitée, c'est clairement, à mon avis, le genre d'idée qu'il ne faut surtout pas reprendre. Parce que du coup, ça a été fait, quoi. Et là, pour le coup, en marchant vraiment sur les plates-bandes du mec, quoi. Et moi, direct, j'ai pensé à Dexter. L'idée m'a effleuré. Je ne vais pas raconter, là, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas l'objet, mais l'idée m'a effleuré à un moment de travail, on va dire, sur une atténuation des frontières là justement entre le héros positif et le héros tueur. J'avais une manière d'aborder le truc qui l'aurait permise, mais à la limite, ce que j'avais en tête, pourquoi pas, mais un héros entre guillemets qui serait un tueur vengeur ou je sais pas quoi, ouais, c'est pris quoi. Ça a été fait et voilà donc. J'ai lu récemment une phrase d'une consoeur à vous, qui s'appelle Sophie Enaf, qui vient de sortir un livre justement, et qui écrit « Le polar est un genre humble, on n'arnaque pas le lecteur ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Je suis d'accord, sauf quand on sort un lapin. Enfin, moi, je ne le fais pas et je déteste les gens qui le font, mais sauf à sortir un lapin du chapeau à la fin. Mais là, on se fait, je veux dire, le truc un peu tiré par les cheveux et pam, voilà. Et en fait, quand on laisse un lecteur sur sa fin, on le laisse une fois sur sa fin. Il ne revient pas après, il ne vous rachète pas. Donc oui, en ce sens, je rejoins Sophie Enaf, c'est-à-dire qu'à un moment… il faut que ça se tienne, il faut que ce soit crédible et donc forcément on peut pas
je ne crois pas qu'on puisse prendre les lecteurs pour des imbéciles, ou en tout cas plus d'une fois. Voilà. On arrive à la fin. Moi, je voudrais que symboliquement, voilà, je les ai allumés sans me cramer, sans foutre le feu à mon bureau non plus. J'aimerais bien qu'on me souffle symboliquement, parce que moi, ça me fait plaisir de vous avoir eu ce soir. J'étais ravie. Apparemment, on a ravi les auditeurs qui sont là parce qu'ils ont envie de vous lire. Donc, je pense que le job a été fait. Moi, ça me tenait à cœur de vous donner la parole pendant 50 minutes, de vous avoir avec moi, parce que moi, j'avais eu un très bon feeling avec Cécile quand on avait fait l'apéro polar. D'ailleurs, je rappelle que les précédents romans de Cécile et de Céline sont disponibles chez Pocket. Et le précédent roman de Ophélie est disponible chez HarperCollins Poche. Voilà, je n'ai rien oublié. Et bon, Luce, le prochain, j'imagine que Vulmer sortira, on le souhaite, en poche. Donc, si vous voulez bien, on va souffler ensemble les bougies des 3 ans. Vous êtes prêtes? Yes. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Bien. Vous voyez, les auteurs de polar sont très drôles, en fait. Hein. Ils méritent d'être invités dans En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir été avec moi ce soir, parce que j'étais un peu seule. Frédéric n'était pas là. Donc, moi, je remercie encore Frédéric de m'avoir embarqué dans cette aventure. On remercie notre partenaire qui est lecteur.com. Et nous, on se retrouvera mercredi avec Solène Bakowski. On va retourner dans la Blanche pour un livre qui est paru chez Plon la semaine dernière, qui s'appelle Ce que je n'ai pas su. Alors, allez en librairie acheter Le chaos dans nos veines. Allez acheter, tiens, je vais me péter une main avec vos livres là. Voilà. Hop, il faut que je montre l'autre, alors bougez pas. En fait, je suis bête hein, parce que je l'avais à portée de main dans l'autre pièce. Ah ouais, bah merci Céline, ça me laissait voilà. Voilà. Et moi, j'ai quand même un coup de cœur, ce sont des louves. Je voudrais les montrer. Moi, j'ai adoré, je vous le conseille, c'est Jeux de peau. Ah oui. d'Anouk Schuzerbeck, parce que ça, je ne vous raconte pas, ça ne se raconte pas, ça se lit comme les 4 autres romans, là ça ne se raconte pas. Et Agathe Portail que j'aime beaucoup aussi, donc ça vient de sortir en poche, ça s'appelle Piqûre de rappel, mais elle est aussi achetée celui de chez Actes Sud parce qu'elle est passée dans la Blanche. Les âmes torrentielles. Voilà. En tout cas, moi je vous embrasse mesdames, je vous remercie. Bisous, bisous, merci beaucoup. Merci. Merci les louves. Pour ceux qui sont à Paris, il y a une conférence où vous trouverez Céline et Cécile et Christelle, comment elle s'appelle Christelle Duchamp. Donc voilà, ça sera sur la grande scène du Grand Palais éphémère, ça sera le samedi à 19h et ça sera animé par, comment il s'appelle Hubert Artus. Ouais, Hubert Artus. Merci. Donc, allez les voir, allez à leur rencontre. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. Merci Nathalie. Salut les filles. Hein.